Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le Niger est en deuil de 3 jours avec le décès de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, hier mardi 24 novembre 2020 à Niamey. Cet ancien officier des forces armées nigériennes a géré le Niger de 1999 à 2010 avant d'être renversé à la suite d'un coup d'État. Qui est Tanja Mamadou? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Niger de son vivant? Précision dans ce commentaire signé Hassan Saleh Mustafa. Duniya kalilan ne, arziki ba komi ba ne, dauda ne, gobe abin da nake nema wajen Allah yawa gare shi, to dole in bautata ma ɗan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai. Propos d'un homme d'État soucieux du devenir de la population, un homme imbibé du patriotisme, un homme donc au service de sa population, surtout celle du monde rural. Tanja Mamadou nous a quittés, mais ses œuvres restent à jamais gravées dans les mémoires des Nigériens. Cet ancien officier des forces armées nigériennes, né à Méné dans la région de Difa il y a 82 ans, a servi le Niger avec loyauté, d'abord en tant que militaire, en occupant plusieurs postes de commandement dans les différentes unités des forces armées nigériennes de 1963 à 1991. Et puis, en tant que civil, il avait occupé plusieurs postes de responsabilité avant d'être à la tête de la magistrature suprême du Niger en 1999 pour d'abord un premier mandat de 5 ans sous le slogan « Prêtez-moi 5 minutes de votre temps pour vous servir pendant 5 ans », autrement dit « Kubani Aramunti Biel Mbauta Muku Shekara Biel ». Un engagement visiblement honoré par le président Tanja qui a été réélu sans grande difficulté pour un nouveau mandat de 5 ans en 2004. 5 années durant lesquelles le président Tanja avait appuyé sur l'accélérateur pour servir davantage la nation nigérienne. Durant ces 2 mandats, Tanja Mamadou a orienté ses actions envers le monde rural à qui il a de l'estime et de la considération. Ainsi, à travers son programme spécial, plusieurs villages, même les plus reculés de toutes les régions du pays, ont bénéficié de nombreuses infrastructures, notamment des cases de santé, des salles de classe, des menus adductions d'eau de puits modernes. Et les femmes de leur côté ont bénéficié des crédits et des animaux, notamment pour l'embouche bovine. Bref, sous le régime Tanja Mamadou, la population nigérienne, notamment celle du monde rural, a trouvé son compte. Cette même population était en contact direct avec le président Tanja à l'occasion de toutes ses sorties en région. C'est dire que le président Tanja Mamadou, tout au long de ces 2 mandats, était à l'écoute de son peuple. Sur le plan social, les contestations étaient moins accentuées. La justice a fonctionné à la grande satisfaction des citoyens nigériens et même des acteurs de la justice. L'affairisme était moins développé, les salaires des soldats, des médecins, des juges, bref, ont été revus à la hausse. Tout marchait à la grande satisfaction de la grande majorité des Nigériens qui étaient encore derrière Tanja quand il avait imposé son autorité sur la France et les autorités françaises de l'époque contraintes de revoir le contrat minier en valorisant le prix de l'uranium pour aboutir à un contrat gagnant-gagnant comme il souhaitait le dire lui-même. Tanja a finalement libéralisé le secteur minier en s'orientant vers de nouveaux partenaires. En rappel, c'était sous son régime que le premier pétrole brut nigérien a commencé à jaillir. Il était également l'initiateur des fêtes tournantes du 18 décembre. Tanja était donc dans une logique de refondation de la République du Niger avec l'adoption de la 6e constitution vers la fin de son 2e mandat sous contestation des autorités actuelles opposant à l'époque jusqu'au coup d'État du 18 février 2010. Et depuis la chute de son régime en 2010, le président Tanja s'était mis à l'écart dans son domicile au quartier aéroport pour observer impuissamment la gestion des affaires publiques au Niger sans dénonciation aucune jusqu'à sa mort le 24 novembre 2020, 2 semaines après la date anniversaire du décès du général Sénou Kounché qui a également travaillé avec Tanja Mamadou de 1974 à 1987. De sa vie militaire à sa vie civile, l'ancien président Tanja Mamadou a bien servi le Niger.
Beaucoup de citoyens gardent un patriote sincère et honnête. Réaction de quelques citoyens dans ce reportage de notre stagiaire Moumouna Sissé et Aboubakar Souley. C'est à l'âge de 82 ans que l'ancien président de la République, Tange Mamadou, nous a quittés le 24 novembre 2020, affectueusement appelé Bab Tanja. Il laisse derrière lui un peuple triste. Franchement, j'ai pleuré hier nuit. Quand un de mes collègues m'a informé, vers 23h, ils m'ont dit que le vieux, notre papa est décédé. J'ai dit, quel papa? Tanja. Vraiment, j'ai pleuré. Parce que c'est un homme. J'ai gardé chez lui quand il était ministre de l'Intérieur. Moi, je suis un garde. Je suis un ancien garde républicain. J'ai gardé le domicile de Tanja. J'ai gardé le bureau de Tanja. Mais vraiment, c'est un homme. Tanja, c'est mon papa. Il a servi avec mon père à Zender. Mon père, quand il était armée française, il a fait l'armée française. Il a servi avec Tanja. Donc, vraiment, Tanja, c'est un homme. Avant d'être président de la République, il a été un chef militaire. Et moi, j'ai servi pendant son temps. Avant qu'il ne soit président de la République, j'étais aussi militaire, comme on dit, paramilitaire. Donc, je suis été à la garde. Et vraiment, les gens l'appelaient même le père des gardes. Parce qu'au niveau de la garde, là, il a beaucoup soutenu la garde. Donc vraiment c'est un regret, c'est un chef qu'on a perdu. Et le président de la République, tout le monde le connaît, c'est quelqu'un qui aime son pays, il a travaillé pour son pays. Et vraiment c'est un grand regret que nous avons perdu un grand homme, vraiment. Et je ne peux pas tout dire ici, parce que comme je vous le disais, il aimait tous les corps, mais particulièrement la garde. Jusqu'à ce qu'on a surnommé la garde les enfants de Tanja. Cet ancien officier des forces armées nigériennes qu'il a servi avec loyauté, Tange Mamadou a embrassé la carrière politique, ce qui lui a permis d'être élu président de la République en 1999, puis en 2004. Un patriote qui a su créer les conditions pour le bien-être de la population nigérienne, surtout celle du monde rural. Tanja, c'est un homme. Il a servi le Niger. Donc on ne peut pas l'oublier. Il a aidé le Niger. Ce n'est pas parce que vraiment je suis garde, je le connais. Même un civil, il va parler de Tanja. On a perdu un homme. On a perdu un homme, un papa. Moi, c'est mon père. C'est mon papa et il a servi avec mon vieux, donc je vais dire que c'est mon papa. Partout où il a servi, c'est un homme intègre, c'est un homme droit qui aime la vérité. C'est comme ça, moi par exemple, j'étais régisseur de la prison civile de Keta. Dans les années 85, il était préfet à Tawa. Mais ça, tu es à l'aise parce que tu sais que quand tu travailles avec vérité, sans mensonge, il n'aime pas le mensonge. Quand tu es tout droit là, vraiment tu es soutenu par eux. Donc c'est quelqu'un qui est tout droit, il aime son travail, il fait son travail, il n'a pas de parti pris, il est là, c'est un militaire militairement et il peut travailler avec les civils. La preuve, il a été 10 ans président de la République. Tout le monde sait comment il a travaillé. Président visionnaire, il était à l'écoute de tous ses citoyens nigériens, à ce qu'il a consacré tout son temps et son énergie. C'est pourquoi beaucoup gardent de lui l'image d'un patriote et digne fils de pays. Réaction à présent du député national au titre du MNSD Nassara, parti du feu président Tanja Mamadou Lamido Moumouni, ancien ministre sous le régime de Tanja. On l'écoute. Ce qu'on peut retenir d'essentiel, c'est que Tanja est un nationaliste, un patriote qui a toujours aimé son pays, un patriote désintéressé et qui a posé des actes qui ont grandi le Niger, qui a posé des actes qui ont boosté l'économie du Niger. Vous vous en souvenez, le premier baril, c'est sous le régime de Tanja que nous avons pu l'avoir. Vous vous souvenez aussi, en ce qui concerne l'uranium, le rehaussement du prix de l'uranium. Et tous les ennuis que le président Tanja a eu, c'est à partir effectivement de sa lutte contre l'injustice, les inégalités
et ce qui lui a valu le coup d'État de 2010. Donc je pense que le Niger perd un grand homme. Le Niger perd le père de la nation. Tandja Mamadou est un patriote achevé, et que son âme repose en paix et que nous puissions hériter de son idéologie, de sa force qui a toujours consisté à faire en sorte que le développement à la base soit une réalité. Le président Tandja a été d'abord au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, a occupé plusieurs fois la présidence de la CEDEAO. Le président Tandja est bien écouté à l'international et le Niger a redolé son blason pendant les 10 ans de pouvoir du président Tandja Mamadou et nous avons boosté notre économie, c'est le plus important, lorsque les Nigériens se savent protéger, lorsque la sécurité est assurée pendant 10 ans. Vous pouvez laisser toutes vos affaires en ville comme en campagne, la nuit comme de jour, personne ne les prendra. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense que la plus grande richesse que Tandja ait laissée à ce pays, c'est d'abord l'unité nationale et aussi la sécurité du pays. Ce sont des choses extrêmement importantes et que Dieu ait son âme. La Commission nationale des droits humains, CNDH, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, organise depuis ce matin un atelier de formation à l'endroit des membres de la CNDH et les cadres techniques. Cette formation porte sur les cas de violation des droits de l'homme en période électorale. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. C'est les capacités des acteurs à l'image des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et les cadres techniques impliqués dans le processus électoral afin de les outiller sur les cas de violation des droits de l'homme en période électorale et aussi sur le monitoring des élections que se tient la présente rencontre d'échange. C'est une série de 5 ateliers avec les partenaires de la Commission nationale des droits humains, les médias, les OSC et les organisations féminines afin de les accompagner dans le processus électoral et tout en respectant les droits de l'homme. Au sortir de cet atelier avec la Commission nationale des droits de l'homme, nous pensons appuyer nos partenaires afin qu'ils établissent un plan de monitoring et de reporting des droits humains en période électorale. Dans son allocution d'ouverture, la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme n'a pas manqué de préciser le rôle et la contribution de son entité administrative dans le respect des droits humains. Conformément à ses attributions constitutionnelles, la CNDH a déjà mené une série d'activités pour contribuer au respect de ses droits dans la réalisation des élections libres, inclusives et transparentes dans notre pays. C'est le lieu ici de rappeler la création en 2016 par la CNDH d'un centre de monitoring du processus électoral qui, à travers ces 3 pôles, a mené des actions de prévention des conflits électoraux et de violation des droits. En ce qui concerne les scrutins qui vont se dérouler en 2020 et en 2021, la CNDH a mis en place un comité chargé de suivre le processus électoral avant, pendant et après les échéances électorales, en vue de veiller au respect des droits humains. Ainsi, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre des activités prévues à cet effet. Les périodes électorales sont par excellence des moments de compétition politique et d'expression plurielle d'opinion, pouvant induire des tensions sociales dans un pays, touchant à l'effectivité des droits et libertés des citoyens. Ces tensions, si elles ne sont pas maîtrisées et résolues, peuvent entraîner de graves violations des droits humains qui entraveront le processus électoral et la quiétude sociale. La Commission nationale des droits de l'homme invite les participants à plus de concentration et d'assiduité durant cette formation qui durera 2 jours. Célébration ce 25 novembre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
couplé aux 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Ici au Niger, les femmes œuvrant pour l'élimination de ces violences ne sont pas restées en marge de cette commémoration. Le reportage est de Nafissa Yahaya et Abdul Nasser Seydou. C'est pour éliminer la violence faite aux femmes, qui est une violation des droits de l'homme, qu'est instituée la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes par les Nations Unies. Elle est célébrée le 25 novembre de chaque année et est couplée aux 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes là dans le cadre de cette célébration avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, dont l'Union européenne, les agences du système des Nations Unies, le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, les ONG et associations de développement, les leaders d'opinion que sont les chefs traditionnels et les chefs religieux. Et c'est à l'occasion de ces 16 jours d'activisme-là que les organisations appellent à la prévention et à l'élimination des violences faites aux femmes de par le monde. Ces 16 jours ont été créés depuis 1991 par le premier Institut international de leadership pour les femmes. Sa coordination est relayée par le Centre global du leadership des femmes. Occasion pour Mariama Moussa de s'apaisantir sur les progrès enregistrés au Niger dans le cadre de la lutte contre la violence faite aux femmes. En termes de progrès, je peux parler de la dénonciation. Les femmes et les filles arrivent à dénoncer les violences dont elles sont victimes. Et cela est dû à notre intervention. Nous avons beaucoup fait le terrain. Il y a eu beaucoup d'actions en termes de renforcement de capacité d'un certain nombre d'acteurs de première ligne qui sont la police, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité, la chefferie traditionnelle, les leaders religieux, les organisations de femmes et de jeunesse. Je pense que tout le monde sait que la violence existe au Niger. Pour preuve, selon une étude diligentée par l'UNFPA, le taux national est de l'ordre de 28%. Et en termes de mariage précoce, le Niger est champion aujourd'hui puisque nous enregistrons un taux de 76,3%. Et n'oublions pas aussi d'autres formes de violence que subissent les femmes. Il s'agit là du viol qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et en dehors du viol, il y a le harcèlement sexuel en milieu scolaire et en milieu de travail. La présidente de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences a enfin lancé un appel à toute la population de s'engager pour que cette cause noble, qu'est l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, soit éradiquée au Niger. Du 27 au 28 novembre 2020, le Niger organisera la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Conférence islamique OCI, ici même à Niamey. Pour l'Agence nationale pour l'économie des conférences ANEC, tout est fin prêt pour accueillir cet événement international. C'est le président de l'ANEC, Mohamed Saïd El Mokhtar, qui l'a annoncé ce matin au cours d'un point de presse. On l'écoute. Qu'est-ce qu'on a comme objectif? Premièrement, c'est renforcer l'action diplomatique et accroître la visibilité du Niger sur les scènes africaines et internationales. Comme vous le savez, le Niger est membre fondateur de l'OCI. Et comme vous le savez que nous avons depuis toujours une bonne image auprès de l'OCI. L'honneur nous est fait aujourd'hui pour la deuxième fois d'abriter la session du Conseil des ministres de l'OCI. Ce n'est pas tous les pays qui ont eu ce privilège. Nous avons eu la chance et le privilège d'avoir un Nigérien, Dr Hamid El-Gabid, qui a été à la tête de l'OCI. Et l'exercice de son mandat a été une fierté pour le Niger.
parce qu'il avait accompli conformément à la mission qui lui a été confiée. Troisièmement, grâce donc aux actions de notre président de la République actuel, c'est Mamadou Issoufou, plusieurs retombées ont été arrêtées au niveau du pays. Il vous a parlé du WAC, il vous a parlé d'autres actions humanitaires dont le Niger est en train de bénéficier et également le rôle que nous jouons. À partir de novembre, le Niger va présider le Conseil des ministres pendant un an. Ça, c'est également quelque chose qui va contribuer à renforcer notre image. Deuxième objectif pour nous, c'est une opportunité pour renforcer nos actions en matière de promotion de l'économie de conférence. Je l'avais développé tout à l'heure. Nous voudrons que cette conférence serve d'exemple aussi pour attirer notre événement pour notre pays, pour nous permettre de profiter de notre expérience, mais également pour qu'on puisse avoir des retombées. Pratiquement plus d'1 milliard de francs CFA sera dépensé dans le cadre de l'organisation de cette conférence-là. Et c'est quand même des retombées réelles pour notre pays. Ensuite, c'est une opportunité aussi pour affirmer et démontrer l'engagement du Niger à soutenir l'OCI dans son rôle de porte-voix du monde musulman. La Fédération communale des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires FC-CGDS du 1er arrondissement était ce matin en assemblée générale à la maison de la presse. Objectif, examiner et adopter le projet de leur plan d'action 2020-2021. Le compte rendu. Les directeurs d'école et les présidents des comités de gestion des établissements scolaires COGES du 1er arrondissement étaient tous présents ce mercredi 25 novembre à la Maison de la Presse pour examiner et adopter le projet de plan d'action de la Fédération communale des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires du 1er arrondissement. Occasion pour le président de la FCCJDS de rappeler les objectifs de la création des CJDS. Il n'est jamais trop de rappeler que l'objectif principal de la création des CJDS est la recherche de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour avoir une bonne qualité de l'enseignement, nous pensons que l'ensemble des acteurs du système éducatif doit mener des réflexions sur les facteurs suivants: le programme national de l'enseignement actuel, la formation des enseignants, le fonctionnement des CJDS, le suivi des élèves par leurs parents à l'école et à la maison. Pour l'atteinte de cet objectif, c'est-à-dire la recherche de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, il faut que chacun des acteurs puisse jouer son rôle. L'inspecteur de l'arrondissement communal à Niamey 1, présent à cette cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale, a remercié les CGDS pour leur effort dans la bonne marche des établissements scolaires. Nous n'allons jamais cesser de remercier les CGDS et les directeurs d'école pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que l'école marche. Nous vous rappelons aujourd'hui des attentes. Le PMAC est en cours. Nous avons 45 jours pour réussir. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Et Inch'Allah, nous n'allons pas échouer. Et nous comptons sur vraiment l'apport des directeurs d'école et des présidents des CGDS qui sont les premiers acteurs qui doivent fournir les efforts et les sacrifices nécessaires pour qu'à l'évaluation finale, nous puissions réussir ce pari. Nous voulons la qualité. Le représentant du délégué spécial à Niamey 1 a, dans un langage franc, annoncé que l'arrondissement communal à Niamey 1 ne dispose pas de moyens pour soutenir les CGDS et a par la suite salué les actions que mènent les fédérations communales. Au moment où s'ouvrent vos travaux,
Je tiens à vous dire combien la structure que vous pilotez nous donne entière satisfaction au regard des efforts et des actions qu'elle mène dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre commune. Mesdames, Messieurs, chers participants, je sais que vous souhaitez que nous fassions plus et mieux en matière de soutien public à votre fédération pour lui permettre de maintenir son formidable élan à travers des concours financiers. Face aux nombreuses sollicitations dont l'arrondissement communal Niamey a fait l'objet, je souhaite, afin de dissiper tout équivoque à ce sujet, dire franchement que la mairie n'a pas les moyens d'accorder des appuis financiers parce qu'elle n'a pas d'autonomie financière pour cela et que ses ressources sont strictement limitées. En tout état de cause, cette situation prendra fin avec les élections locales qui s'annoncent. La Fédération communale des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires est le symbole de l'appropriation citoyenne de la gestion de l'école par les communautés. La Confédération nigérienne du travail CNT organise depuis ce matin un atelier de renforcement des capacités de ses membres à Africa Hall. Le thème de cet atelier est technique de négociation collective pour le renforcement du dialogue social au Niger. Le compte rendu de Nafissa Zakou et Abdou Nasser Seydou. C'est par une fatia dite à la mémoire de l'ancien président de la République du Niger, Mamadou Tanja, décédé hier 24 novembre 2020, compte débuter les travaux de l'atelier national de renforcement des capacités organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT en collaboration avec la CNV internationale. Le thème de cet atelier, technique de négociation collective pour le renforcement du dialogue social au Niger, ainsi que les thématiques principales du programme 2017-2020 de cofinancement syndical de la CNV internationale pour l'Afrique sont d'une importance capitale. Il me plaît de rappeler que les thématiques principales du programme 2017-2020 de cofinancement syndical de la CNV internationale pour l'Afrique sont le dialogue social constructif et l'employabilité des jeunes, dont l'atelier de restitution et de validation de l'étude a eu lieu hier, 24 novembre 2020. Le programme est centré sur le développement économique inclusif, c'est-à-dire le travail décent et conditions de vie, comme outil de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Dans la mise en œuvre du programme, la CNV internationale, ensemble avec ses organisations partenaires, dont la CNT et ses alliés stratégiques, ont élaboré la théorie du changement pays et se sont engagés à œuvrer pour la promotion du dialogue social constructif au Niger, étant convaincus que le dialogue social est incontournable dans le développement socio-économique de toute nation. L'objectif de cet atelier national a été aussi évoqué étant donné que le renforcement des capacités est l'une des stratégies d'intervention majeure pour l'atteinte des résultats escomptés. L'objectif global étant de renforcer la capacité des responsables syndicaux sur les techniques de négociation collective et du dialogue social au Niger. Le contenu de l'atelier sera axé sur le concept du dialogue social constructif selon la vision de CNV International, les modules de formation sur les techniques de négociation collective, le jeu des rôles sur les sujets et préoccupations des travailleurs nigériens, les échanges et partages d'expériences sur les bonnes pratiques et bien entendu après les travaux de groupe et les plénières. Ainsi, au cours de ces assises qui dureront 3 jours, plusieurs sous-thèmes seront développés par les formateurs. L'Association des anciens gardes victimes de conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger était ce matin en assemblée générale. Cette assemblée générale tenue à la maison de la culture Djadou Sekou a vu le renouvellement du bureau exécutif dont le choix du président est porté sur le commandant à la retraite Oumarou Garba. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Choisir des gens capables de mettre en œuvre leur devise union, participation, solidarité, et cela conformément au dispositif des textes réglementaires, objet de cette assemblée générale de l'Association des anciens gardes victimes de conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger.
À l'issue des assises, le bureau exécutif composé de 50 membres a été renouvelé pour un mandat de 3 ans, dont à sa tête le commandant à la retraite Oumarou Garba. Un nouveau bureau exécutif vient d'être mis en place, dont certains anciens membres ont été reconnus, y compris ma personne. Pour cette nouvelle confiance que vous venez de placer à ma modeste personne, je saisis l'occasion pour vous remercier davantage. Au vu des expériences que nous avons capitalisées, nous espérons faire mieux au courant de ce mandat de 3 ans, Inch'Allah, pour la bonne marche de notre association. Sur ce, je souhaite un bon retour à tous les invités et participants à cette rencontre. Le représentant du haut commandant de la garde nationale n'a pas manqué de saluer l'initiative. Je félicite les anciens là qui ont pris l'initiative de créer une association des anciens retraités de la garde nationale. Donc ça c'est un honneur pour moi et pour les autres officiers qui vont venir. Nous n'avons qu'à vraiment réfléchir beaucoup pour l'avenir des jeunes officiers qui sont là, pour qu'on puisse nous-mêmes, à notre niveau, prendre un bon exemple pour notre prochain AG, Inch'Allah. Des motions de remerciement ont été lancées à l'endroit du haut commandant de la garde nationale et l'ancien ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum. Des témoignages de satisfaction ont été aussi décernés à l'endroit des pères fondateurs de l'association. Il faut rappeler aussi qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou. Comme chaque semaine, place à présent la rubrique hebdomadaire à la chronique judiciaire. Elle porte sur le thème complicité en droit pénal nigérien, un thème développé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile, voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a 3 éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le Code pénal, notamment à son article 48 et 49, a
fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance, par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice, et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces deux cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivi pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité. Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité, la complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas là, du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet, et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice, et on s'était posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement,
la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction en tout cas intentionnelle. Et on ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité. C'est une infraction active et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique, et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, de manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement, la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.